Rien dans l'enfance de George Catlett Marshall ne laissait présager le destin exceptionnel qui l'attendait. Il devait pourtant contribuer à la victoire de son pays lors de 2 guerres. Né en 1880 dans la petite bourgade tranquille de Uniontown, en Pennsylvanie, le jeune Marshall n'avait jamais côtoyé directement l'armée dans laquelle il servirait un jour. Les souvenirs de son père, vétéran de la guerre de sécession, étaient son seul lien avec l'univers militaire. L'Amérique venait de conquérir les territoires indiens, et l'effet d'armes de Custer et de Carson était assez récent pour exciter l'imagination du jeune garçon. On ne connaît pas vraiment les raisons qui poussèrent le jeune George Marshall à embrasser le métier des armes, mais c'était son choix. Il débuta sa carrière dans une école militaire. L'Institut militaire de Virginie avait formé de nombreux hommes de guerre brillants avant l'arrivée de George Marshall en septembre 1897. Tout y était organisé pour encourager les ambitions militaires des jeunes gens. Au bout de 4 ans, Marshall obtint le grade de capitaine des cadets. Passionné par les faits et plein d'imagination, il sortit de l'école avec les honneurs, auréolé d'une réputation de talent militaire et d'érudition qui devait l'accompagner tout au long de sa carrière militaire. Peu après sa promotion au grade de sous-lieutenant d'infanterie en 1901, Marshall fut envoyé sur le terrain aux Philippines. Durant ses premières années de carrière, il mena des missions dans l'Oklahoma, au Texas, dans le Massachusetts et à l'école d'officiers de Fort Leavenworth. George Marshall était capitaine quand les États-Unis commencèrent à mobiliser pour la Première Guerre mondiale en 1916. Il débarqua en France avec les premières troupes américaines et contribua à la préparation de la bataille de Cantigny. Nommé chef des opérations avant l'offensive Meuse-Argonne, Marshall planifia le mouvement de près d'1 million de soldats qui permit aux Alliés de faire une percée décisive. Il fut l'un des artisans de la victoire finale. Marshall avait été promu colonel et sa remarquable contribution à l'organisation de l'état-major était pleinement reconnue. Son travail lui valut les éloges de Pershing. Il se distinguait de ses collègues par une réputation d'intelligence qui lui permit d'émerger de la Première Guerre mondiale comme l'un des jeunes officiers les plus prometteurs de sa génération. Nommé aide de camp du général Pershing, Marshall travailla en contact étroit avec le commandant en chef du corps expéditionnaire allié lors des derniers jours en Europe. Les photographes de l'armée ne se doutaient guère que le jeune colonel, qui se tenait aux côtés de l'illustre Black Jack Pershing, serait un jour aussi célèbre que lui. À la fin de l'été 1919, le général Pershing quitta la France pour l'Amérique à bord du Léviathan. Il était accompagné du colonel George Marshall, auréolé de sa réputation de tacticien militaire, mais déçu d'avoir été jugé trop précieux pour se voir confier le commandement de combat qu'il convoitait. Pershing avait demandé la promotion de Marshall au grade de général de brigade, mais avec la fin de la guerre, ceci resta lettre morte. Les 2 grandes aspirations de tout militaire de carrière, le commandement et la promotion, avaient été refusées à Marshall, par le hasard du calendrier ou parce que ses talents étaient jugés trop précieux pour qu'il se mette en péril sur le champ de bataille. Le retour fut un moment de triomphe et de frustration. Marshall avait appris le métier des armes dans une école difficile et le maîtrisait comme personne, mais il ne pouvait guère en tirer de satisfaction. Bien plus tard, alors que l'agitation de cette joyeuse scène portuaire n'était plus qu'un souvenir, le monde devait reprendre les armes. Marshall était prêt. Mais quand le Léviathan accosta à New York, il n'était encore qu'un obscur officier d'état-major, aux yeux pleins d'étoiles. Comme aide de camp de Pershing, Marshall se devait de suivre le même rythme éreintant d'apparitions officielles que son chef.
C'est à cette époque que furent définies les politiques qui allaient régir la sécurité future de la nation. Le rôle de l'armée après la guerre fut débattu par les responsables militaires et politiques. Pershing, croyant en une force professionnelle bien formée, s'appuyant sur une vaste armée de citoyens. Il trouvait en Marshall un soutien enthousiaste. C'était une armée de ce type qui avait ramené la paix en Europe en 1918. Au sein de l'état-major de Pershing, Marshall consacrait beaucoup de temps et d'énergie à cet objectif. En 1924, Marshall fut envoyé en mission en Chine, à Tianjin, avec le 15e régiment d'infanterie. Avec l'officier de commandement du 15e, il posa pour l'une de ses rares photos en civil. C'était sa première véritable mission de terrain en près de 10 ans. Au milieu des années 20, la Chine était déchirée par la guerre civile et la Révolution, et les armées des seigneurs de guerre se combattaient aux quatre coins du pays. La mission du 15e d'infanterie consistait à protéger les comptoirs commerciaux et les citoyens américains. Pour Marshall, ce fut une mission tendue, mais sans accroc, durant laquelle le 15e se forgea une réputation d'élégance et de précision nerveuse, surpassant et éclipsant tous les autres régiments de garnison de Tianjin. De 1927 à 1931, Marshall se vit confier la direction de l'illustre école d'infanterie de Fort Benning, qui comptait dans ses rangs les futurs généraux Bradley, Stilwell et Collins. Quand il reprit les rênes de l'école, il constata que l'enseignement était en grande partie dépassé et se refusa à refaire les guerres du passé. Seul le présent et l'avenir l'intéressaient, et il remodela le programme dans cette optique. Dans les années 30, la planète fut mise à feu et à sang par une poignée d'incendiaires. Poussée par la crise économique et les visions d'un dément, l'Allemagne menaçait de prendre sa revanche sur la défaite de 1918. Aux antipodes, le Japon tentait d'écraser ses voisins asiatiques. L'attaque japonaise contre la Chine incarnait les ambitions et les aspirations d'une nation résolue à conquérir des territoires. Pendant quelque temps, beaucoup s'amusèrent des apparitions caricaturales et pompeuses du dictateur italien. Mais ses futures victimes éthiopiennes ne riaient pas. Ce peuple fier et farouche était déterminé à résister à l'agresseur. Le dirigeant éthiopien Haïlé Sélassié lança un appel au reste du monde, mais personne ne lui répondit. Benito Mussolini put ainsi démontrer à ses amis à quel point la conquête pouvait être facile. Le jour où l'Allemagne envahit la Pologne, George Marshall, qui était alors général de brigade, fut nommé chef d'état-major des armées, passant directement de 1 à 4 étoiles. Pour le secrétaire d'État à la guerre Stimson, il fallait mobiliser et puiser dans les ressources d'une nation puissante pour se donner les moyens de rétablir la paix dans le monde. Marshall attendait en coulisses depuis 20 ans pour jouer ce rôle qui se présentait enfin. Il fallait mobiliser, former et équiper la grande armée de citoyens en laquelle il croyait tant. Alors que les années 1940 et 1941 s'égrenaient, il devenait de plus en plus vraisemblable que les États-Unis s'engagent dans ce conflit. L'armée, qui comptait moins de 200 000 hommes quand Marshall prit le commandement de l'état-major, dépassa les 8 millions d'hommes avant la défaite de l'Axe. Dans son commandement de l'armée américaine, George Marshall sut exploiter de façon créative l'expérience qu'il s'était forgée aux Philippines, à Cantingey, lors de l'offensive Meuse-Argonne, au sein de l'état-major de Pershing, en Chine, à Fort Benning et avec la garde nationale. Chacun de ces moments avait contribué à le préparer à la tâche titanesque dans laquelle il se lançait. La force militaire américaine commençait à peine à progresser quand les Japonais attaquèrent Pearl Harbor. Lors d'une inspection de la nouvelle force aérienne à Fort Bragg en 1942, Marshall observa de près les soldats citoyens en action. Les soldats savaient que leur chef d'état-major pouvait à tout moment faire une apparition comme celle-ci, au centre de formation de la jungle hawaïenne. Marshall avait mené son travail de réflexion et de planification à Washington, mais il tenait ces informations du terrain.
Très observateur, il avait le sens du détail. La formation dans la jungle était une expérience nouvelle pour les troupes américaines. Mais Marshall savait que pour gagner la guerre du Pacifique, ses soldats devraient battre les Japonais sur leur propre terrain. Dans la grisaille d'un petit matin de novembre 1942, les bâtiments de la marine américaine mirent le cap sur les plages d'Afrique du Nord pour mener la première grande contre-attaque alliée. Leur cible, le bataillon africain de l'Allemagne, en Tunisie. Sous les ordres de l'ingénieux maréchal allemand Erwin Rommel, le renard du désert, l'ennemi mena un combat désespéré pour ne pas être repoussé vers la mer. Quand les conseillers militaires alliés se réunirent à Casablanca en janvier 1943, la campagne d'Afrique du Nord était devenue très dure. Mais la mise en place d'un commandement allié uni contribua à la victoire finale. Marshall avait travaillé sans relâche pour organiser le commandement américain au plus haut niveau. Il avait la confiance et l'estime du président, qui le consultait pour toutes les décisions concernant la conduite de la guerre. À Casablanca, les talents de diplomate de Marshall contribuèrent à aplanir les conflits avec les dirigeants britanniques. À l'issue de ces réunions, les Alliés décidèrent de bombarder l'Allemagne pendant 24 heures et d'occuper la Sicile. En juillet 1943, Américains et Britanniques quittèrent l'Afrique pour partir à l'assaut de la forteresse européenne de Hitler depuis l'Italie. Quand les dirigeants alliés se réunirent au Caire en décembre 1943, la campagne d'Italie battait son plein et la guerre contre le Japon imposait d'intensifier les opérations. Plusieurs problèmes devaient être résolus. L'évolution du front Chine-Birmanie-Inde et l'exploitation des effectifs chinois. À Téhéran, Marshall participa à la planification d'une stratégie commune avec les Russes. Quand les Soviets réclamèrent aux États-Unis l'ouverture d'un deuxième front élargi, ce fut George Marshall qui leur répondit. Quand le chef d'état-major se rendit sur le front du Pacifique, à son retour de Téhéran, notre offensive s'accéléra. Île après île, nous marchâmes sur le Japon. Tenu informé du succès des opérations aux îles Gilbert et du projet d'invasion des îles Marshall, Marshall mit au point avec le général Douglas MacArthur, qui commandait le front du Pacifique, la poussée alliée qui les mènerait aux portes du Japon. Les combats en Italie étaient lents et douloureux. Le chemin vers Rome était interminable et porteur d'une grande angoisse pour Marshall et son épouse. Leur beau-fils, commandant de chars sous les ordres de Patton, était engagé dans les combats les plus durs depuis des semaines. Quand les Américains finirent par percer les lignes ennemies, le jeune officier avait mené son dernier combat. Pour George Marshall, la guerre s'était muée en tragédie familiale. Le printemps 1944 fut marqué par l'invasion tant attendue de la France. Marshall débarqua avec le général Eisenhower et d'autres officiers de haut rang pour inspecter les positions américaines sur la tête de pont normande. 15 étoiles étaient réunies dans cette jeep qui menait l'amiral King et les généraux Marshall, Bradley et Eisenhower sur le terrain pour évaluer les pertes. Marshall prit le temps de rendre visite à son vieil ami Patton, un ancien de la cavalerie haut en couleur, dont les colonnes blindées avaient fait plusieurs trouées décisives dans la défense allemande. Marshall considérait Patton comme l'un des chefs de bataille les plus capables de l'armée. Il avait personnellement affecté ce général excentrique à sa première mission de combat en Afrique du Nord. Le succès des troupes commandées par Patton confirma que le général Marshall avait fait le bon choix. En 1944, les tacticiens alliés se réunirent à Québec. Ils décidèrent d'envahir les Philippines 3 mois plus tôt que prévu.
Marshall rentra de Québec et s'envola immédiatement pour Paris avec le secrétaire d'État James Burns pour une nouvelle rencontre avec le général Eisenhower. Chargé du problème vaste et complexe des lignes de ravitaillement, le chef d'état-major décida d'inspecter les divisions avant leur marche finale sur l'Allemagne. La moindre défaillance des lignes de ravitaillement pouvait causer une catastrophe militaire et Marshall savait qu'il ne pouvait se permettre aucun retard. Son voyage en Europe donna aussi à Marshall la possibilité de discuter avec les troupes. Il parla d'homme à homme avec des soldats américains qui étaient sortis victorieux de l'épreuve la plus rude de leur histoire. Marshall inspecta leur position à portée des tirs ennemis, peu avant l'effondrement de l'Axe. La Seconde Guerre mondiale prit fin avec la capitulation du Japon. Quand le président Truman décora Marshall de la médaille militaire en 1945, il déclara « Des millions de citoyens se sont mis au service de l'Amérique, vous lui avez apporté la victoire. » La même année, Marshall fut envoyé en Chine comme représentant personnel du président pour négocier une trêve entre Chiang Kai-shek et les communistes. Le général Eisenhower, alors chef d'état-major, rencontra son ancien chef lors des négociations. Marshall occupait pour la première fois des fonctions officielles de diplomate, rôle qu'il avait joué tout le long de la guerre pour résoudre les conflits au sein du camp allié. La diplomatie convenait au caractère franc et honnête de Marshall, et en 1947, il prit les fonctions de secrétaire d'État. Le président soutint activement l'ancien chef d'état-major en cette période charnière. À l'évidence, Truman ne l'avait pas choisi pour son expérience diplomatique, mais bien parce qu'il s'appelait Marshall. There's nothing that I can say at this time regarding matters that pertain to my position in the State Department. But I assume the duties with a feeling of great responsibility and a very earnest desire to carry out the foreign policy of this government in the manner that has been so splendidly exemplified by my predecessor, Mr. Burns, my old friend. Le nouveau secrétaire d'État apporta à ce poste une imagination et une détermination à la hauteur du défi mondial à relever. En mars 1947, Marshall mena une délégation à Moscou. Sa mission était de parvenir à un accord sur l'avenir de l'Allemagne et de l'Autriche. Face à l'hostilité croissante des Soviets, la possibilité d'observer l'ours russe dans son environnement était un atout. La Russie était déjà le plus gros point d'interrogation pour l'avenir de l'Amérique. Témoin de la dure crise économique qui frappait l'Europe, Marshall présenta des recommandations au Congrès dès son retour. Pour reconstruire sur les ruines de la guerre, les Américains décidèrent d'investir dans un programme symbolisant l'amitié entre les peuples, le plan Marshall, qui fut aussi une arme économique efficace contre l'expansion du communisme. Fondé sur l'entraide, le plan Marshall permit à de nombreux pays ravagés par la guerre de se remettre sur les rails d'une économie de paix stable. Il stimula le commerce et la production, contrecarrant dans de nombreuses régions du monde les stratégies communistes, qui reposaient sur la pauvreté et le désespoir. George Marshall quitta son poste de secrétaire d'État en janvier 1949 afin de se reposer pour la première fois en près de 50 ans. Mais la Croix-Rouge américaine fit appel à lui pour une nouvelle mission d'intérêt général, lui demandant de prendre sa tête. Moins d'un an plus tard, le président le rappela au gouvernement comme secrétaire à la Défense. Il s'envola pour la Corée, où il rencontra le général Ridgway et d'autres responsables de l'ONU. C'était une armée et une guerre différentes de celles qu'il avait connues.
En Corée, c'était toujours le soldat citoyen qui combattait, mais sous le drapeau de l'ONU et avec des objectifs limités. À Washington, Marshall assuma la lourde responsabilité des hommes et des équipements nécessaires à la victoire en Corée. Les spécificités de ce conflit imposaient le recours à des forces américaines importantes, sans mobilisation totale aux États-Unis. George Marshall se distingua de nouveau par son habileté. 50 ans après l'obtention de son diplôme, l'Institut militaire de Virginie rendit hommage au général Marshall en créant une journée à son nom. Ses anciens camarades se rendirent à Lexington pour applaudir le diplômé le plus prestigieux de l'école et se souvenir des années passées au corps des cadets. Après une salve d'honneur, le corps des cadets se mit au garde-à-vous pendant que le gouverneur John Battle remettait à Marshall la médaille militaire de Virginie. L'homme dont l'existence incarnait l'idéal du corps des cadets inspecta les rangs des jeunes gens qui marchaient dans ses traces. George Catlett Marshall quitta ensuite le département de la Défense pour s'installer à Leesburg, en Virginie. En 1953, il reçut le prix Nobel de la paix, qui reconnaissait sa contribution à la bonne marche du monde. George Marshall s'éteignit 6 ans plus tard, à l'âge de 79 ans, à l'issue de l'une des carrières au service de l'intérêt général les plus illustres de l'histoire américaine. Une existence hors du commun, un homme hors du commun. George Catlett Marshall, un héros. Across the Potomac River from Washington, a curious building is taking shape. It is a building unlike any other, both in its design and intended purpose, and will likely prove one of the enduring monuments of this war. It is an enormous monolith, a 5-story pentagon that will be home eventually to all the American military branches. Currently, more than 40,000 Army, Navy, and Army Air Force staffers are scattered about the District of Columbia in 23 different locations. Soon they will take up residence in a new, shared home that overlooks both Washington and Arlington National Cemetery. While construction crews labor on its exterior, the structure of its vastly more complicated inner workings are being decided in Washington. 9 February 1942. President Roosevelt, in an attempt to coordinate the various American military branches, establishes the Joint Chiefs of Staff. Made up of representatives of the Army, Army Air Force, Navy, and Executive Branch, the Joint Chiefs are FDR's answer to Winston Churchill's call for a centralized authority to decide war policy. As 1942 dawned, that central authority was to be the Combined Chiefs of Staff, made up of representatives of the professional militaries of England and the United States. American military planners put forward their vision of an American combined command, which would consult with the British on all major policy matters. The Navy, which feared that the envisioned supreme military commander would likely come from the more sizable Army, aggressively rejected the proposal. Roosevelt,
concerned primarily that the power to set war policy stay in American hands, formulated the Joint Chiefs as a compromise. There would be a single chairman who would report directly to the president, but that chairman would be assisted by a joint Army-Navy staff, eliminating the possibility that any one branch would come to dominate defense thinking. The initial membership of what is certainly the most exclusive military club in the world is an impressive one. Army Chief of Staff George Marshall becomes chairman with direct and unfettered access to the president. Serving with him are General Hap Arnold, commander of the Semi-Autonomous Army Air Force, and Admiral Ernest King. A representative of the executive branch is not immediately designated, but it is widely assumed that Roosevelt's Chief of Staff, retired Admiral William Leahy, will assume that role. The newly unified American command will take up residence in the Pentagon even before construction is completed. The huge building, 5 stories tall, 1,000 feet on a side, is being built in stages that will allow occupancy of one wing, while others remain little more than foundations. The creation of the Joint Chiefs and their move into the Pentagon have implications beyond the current conflict. It is an announcement of sorts that the gutting of American power that has followed every other war in the nation's history will not follow this one, and that America, as a world power, is on the scene to stay.